Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les mobilités généralisées. Donc, c'est autoprogramme de seconde. Aujourd'hui, nous allons voir différents types de mobilités. Alors, les mobilités, on les divise selon leur durée. Donc, soit elles durent très peu de temps, soit elles durent longtemps. Selon leurs objectifs, soit c'est des mobilités définitives, soit c'est des mobilités temporaires. Alors, on va étudier d'autres types de mobilités. Une mobilité temporaire qui est de courte durée, qui est le tourisme. Et on étudiera les migrations, qui sont de longue durée et de manière définitive. Je me déplace pour moins d'un jour vers Grenoble et dans ce tutoriel, nous verrons différents paysages de mobilité. Ici, nous avons de la mobilité automobile avec les gens qui circulent pour aller peut-être pour le travail. C'est peut-être une mobilité pendulaire, une mobilité jour quotidienne, une mobilité journalière, peut-être que chez les touristes, peut-être même que chez les migrants. On verra tout ça dans ce tutoriel. Alors, les mobilités ont augmenté historiquement depuis Christophe Colomb, depuis très longtemps, du fait de la facilité des moyens de transport. Des moyens de transport moins chers, plus efficaces, qui permettent d'aller plus loin et qui permettent de transporter plus de monde, mais également avec le développement et l'enrichissement qui permet aux individus de eux-mêmes financer leurs déplacements. Donc nous allons commencer tout de suite par un premier type de mobilité, les migrations. Donc les migrations internationales. Alors déjà on va définir ce que c'est qu'un migrant. Un migrant c'est un individu qui bouge de son pays, donc ça veut dire aller d'un pays à un autre pour une longue durée. Donc ça va être de plus de 6 mois ou plus d'un an. En général, la définition place la limite entre le tourisme, moins de 6 mois, et le migrant, plus de 6 mois. Mais en tout cas, c'est pour une longue durée. Alors le migrant peut avoir différents objectifs. Derrière la notion de migrant, on va placer tous les objectifs. Ça peut être une migration de travail, une migration de refuge, une migration de retraite. Et donc il y a différents types de migrants. Donc on appelle ça un... L'immigré, c'est la personne qui arrive, alors que l'émigré, c'est celle qui s'en va, qui part. On peut ainsi calculer le solde migratoire d'un pays. Le solde migratoire d'un pays, c'est le nombre d'immigrés moins le solde des migrants. On dit qu'un pays est attractif s'il y a plus d'immigrés que des migrants. Et en général, c'est relativement positif pour un pays si son solde migratoire est positif. Alors parmi les migrants, il y en a certains qui sont plus connus que d'autres. Et d'ailleurs qu'on a tendance à surévaluer, qui sont les réfugiés. Les réfugiés, c'est un migrant qui se déplace d'un pays à un autre pour des raisons politiques. Alors dans le monde, il y a 258 millions de migrants. Ça veut dire que dans les différents pays du monde, il y a 250 millions de personnes qui sont nées dans un autre pays. Et ça représente 3,5% de la population mondiale. En France, il y a actuellement 11,5% d'immigrés. Et cette proportion augmente depuis les années 50. La migration a toujours existé. Depuis le 19e siècle, il y a une augmentation des migrations, mais c'est principalement la transition démographique qui a conduit à l'émigration. En effet, la transition démographique qu'on a vue en début de l'année en géographie conduit à une augmentation de la population, et ce surplus de population qui a du mal à s'insérer dans la société va migrer. Les premières grandes migrations, c'est les Européens à la fin du 19e siècle qui vont vers les États-Unis, en Australie ou en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, c'est les pays qui font leur transition démographique, à savoir principalement l'Afrique pour les Européens ou l'Amérique du Sud pour les Américains, qui migrent. Alors les migrations sont à l'international, oui et non. Elles concernent absolument tous les continents, sauf l'Asie. En Asie, il y a très peu de migrations. Je regardais l'année dernière que le Japon a accepté 12 demandes de nationalité. Et donc, il y a très peu de migrations dans les pays asiatiques. Alors les premiers points, c'est que les migrations sont en forte croissance. Donc déjà, les principaux pôles de migration, donc vers là où on migre, c'est principalement les États-Unis. Donc c'est le pays qui reçoit le plus de migrants par an, presque 3 millions par an. Il y en a qui repartent aussi. Et derrière, c'est l'Europe, l'Union européenne, et ensuite, bien sûr, l'Australie. L'Australie est le seul continent qui a un solde migratoire positif vis-à-vis de toutes les zones géographiques du monde. Ça a des conséquences importantes parce qu'il y a des pays dans lesquels la proportion de migrants est énorme. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels c'est supérieur à 25%, donc il y a plus de 25% de la population qui est immigrée. Donc c'est le cas par exemple de l'Australie. Des pays qui sont grands en population dans lesquels c'est plus de 15%, donc par exemple les États-Unis. Et donc certains pays européens dans lesquels c'est plus de 10%, donc par exemple la France ou même l'Italie. Dans les migrations, il y a différents types de migrations. Il y a des flux sud-sud. Donc les flux d'un pays du sud vers un pays du sud, en général c'est des flux de réfugiés, c'est des flux de problèmes économiques relativement graves. Ensuite, il y a une immigration sud-nord, qui n'est pas majoritaire, mais c'est une immigration qui est de travail et de personnes diplômées des pays du sud qui vont essayer de travailler ou de se réfugier dans les pays du nord. Souvent, c'est un mix de réfugiés et de problèmes économiques. Ensuite, il y a des migrations nord-nord, donc de pays développés vers pays développés. Ça, c'est une migration de travail de personnes très diplômées, ou une migration de travail en général, mais également
une migration de retraite pour aller dans un pays dans le cadre de vie est meilleur. Enfin, il y a des migrations nord-sud. Alors ça, c'est beaucoup plus rare. Les migrations nord-sud, c'est des migrations dans lesquelles c'est des retraités qui vont dans un pays du sud parce que le niveau de vie est moins cher. Par exemple, les Français au Maroc, c'est assez fréquent. Donc voilà, il y a différents types de migrations, mais ces migrations sont en forte croissance et tous les types de migrations sont actuellement en croissance. Voici au lac du Bourget, à côté d'Aix-les-Bains, pour des migrations de journée, les gens qui font du vélo, d'autres qui font du paddle. Bienvenue au lac d'Aix-les-Bains et donc là maintenant, les migrations, leur cause. Cause des migrations, première cause, c'est l'économie, le travail. Les Français diplômés qui migrent aux États-Unis, les médecins africains ou d'Europe de l'Est qui viennent travailler en Europe. Le travail est une des principales causes de migration pour chercher un meilleur niveau de vie. L'American Dream est la première cause de migration et derrière l'American Dream on met le travail. Deuxième cause de migration, c'est l'immigration qui est forcée, donc c'est la cause politique, la faim ou alors la guerre, on fuit, donc ça c'est les réfugiés. Cette cause elle est importante mais elle peut être momentanément énorme. Donc, par exemple en Syrie, la crise des réfugiés a mis hors de Syrie presque 3 millions de personnes, enfin, jusqu'à 7 millions même selon les chiffres, mais les Turcs ont accueilli 3,2 millions de personnes. Donc momentanément ça peut être des chiffres énormes, même si ce n'est pas la cause majoritaire de migration. Ensuite, il y a les migrations pour les études, comme par exemple Erasmus qui rentre dans les migrations si on reste un long moment à l'étranger. Ensuite, il y a les migrations tout simplement familiales et d'amour. On tombe amoureux de quelqu'un d'un autre pays, ou on a une relation avec quelqu'un d'un autre pays, du coup ça entraîne une migration. Et enfin, autre cause de migration, il y a la proximité culturelle. Donc on remarque que les Africains des pays francophones migrent plus facilement en France, en Belgique, au Canada, simplement parce qu'il y a une proximité culturelle avec une langue commune, mais également une proximité culturelle qui peut être liée à la présence d'une diaspora. Donc on va migrer plus facilement dans un pays où la diaspora de notre pays est fréquente. La diaspora, c'est un groupe étranger qui forme une communauté dans un pays. Donc par exemple la diaspora chinoise en France, dans le 13e arrondissement, elle est extrêmement présente. Enfin, il y a les migrations pour le cadre de vie. Donc ça va plutôt concerner les retraités qui vont aller dans les pays du Sud. Donc par exemple les retraités anglais qui vont migrer dans le sud de la France, les retraités français qui vont migrer au Maroc, en Tunisie ou en Italie du Sud. Et ça, c'est une dernière cause de migration. Et donc nous voilà à l'aéroport Chambéry-Bourget avec la tour de contrôle et les avions. Et donc nous passons aux migrations, pays de départ, pays d'accueil. Alors les migrations ont des qualités et des défauts pour les pays de départ et pour les pays d'accueil. Alors pour les pays de départ, tout d'abord, la principale qualité, c'est les remises. Les remises, c'est les revenus qui sont envoyés par les migrants dans leur famille au pays. On appelle ça les remesas en Amérique du Sud. Ces remises peuvent être très importantes. Elles peuvent représenter plus de 10% du PIB du pays. C'est le cas par exemple au Maroc, où ça représente plus de 10% du PIB. 7,5 milliards d'euros par an et 1,5 milliard d'euros qui sont renvoyés uniquement depuis la France. En plus de ces remises, il y a l'influence du pays de départ dans le pays d'accueil avec la présence de la diaspora qui peut donner un pouvoir substantiel au pays. Enfin, il y a les transferts de technologie. En effet, les médecins marocains ou africains en France peuvent ramener des technologies au pays et ouvrir des entreprises au pays. Donc ça, c'est pour les aspects positifs. Seulement, dans les aspects négatifs, il y a différents aspects négatifs. Tout d'abord, il y a l'acculturation. C'est la perte de la culture du pays, de la langue et même parfois de la religion, et qui se crée par les migrations. Et parfois le multiculturalisme, c'est un melting pot qui conduit à la perte de la culture et des langues d'origine, et ça peut être une désertification de certains pays qui peut être dramatique. Ensuite, c'est une fuite des cerveaux qu'on appelle, donc on peut appeler ça fuite des cerveaux d'un point de vue négatif, ou brain drain d'un point de vue positif pour les pays d'accueil, c'est-à-dire que les gens diplômés des pays du Sud s'en vont dans les pays du Nord, et ça crée des soucis, notamment une perte économique dans les pays qui ont financé des études et qui ne retrouvent pas le financement. Alors ça, c'est un problème pour de nombreux pays, mais même la France, aujourd'hui, une grande partie de ces ingénieurs s'en vont aux États-Unis par exemple. Enfin, comme autre défaut pour les pays de départ, il y a la dépendance aux remises. En effet, ces remises qui sont très importantes créent une dépendance de revenus, et du coup on va avoir tendance à privilégier les revenus, les faibles revenus de pays développés, par exemple de travaux non qualifiés dans les pays développés, sur des revenus qui sont faits dans le pays, et cette dépendance peut créer des problèmes. Alors maintenant, pour les pays d'accueil. Alors pour les pays d'accueil, il y a aussi des qualités et des défauts à ces migrations. Alors
tout d'abord, la principale qualité, c'est la présence d'une main-d'œuvre moins chère et ça permet de compenser le problème démographique. En effet, avec une population vieillissante, il faut financer les retraites et du coup, on a des jeunes qui arrivent, qui sont prêts à travailler beaucoup, qui acceptent des emplois très peu qualifiés, qui acceptent de travailler la nuit ou le dimanche. Et du coup, ces migrants de travail peuvent être extrêmement pratiques pour les économies de ces pays-là. Ensuite, il y a quand même des défauts. Donc le principal défaut, il y a des défauts, il y a des rejets dans les pays d'accueil. Tout d'abord, c'est la montée de la xénophobie et du coup et de l'intolérance. En effet, les partis d'extrême droite sont en croissance. Donc par exemple Matteo Salvini en Italie ou même Marine Le Pen en France, qui prônent des politiques migratoires contre les politiques migratoires. Alors en Hongrie, ils sont carrément au pouvoir. Et aujourd'hui, l'Europe se ferme et l'espace Schengen a mis en place le dispositif Frontex à ses frontières. Il s'agit de maîtriser les frontières. Donc on se retrouve même en Europe avec des frontières mûres. Donc par exemple la ville de Ceuta, qui est une enclave espagnole au Maroc, qui a mis un mur et on ne peut plus y accéder. Donc voilà, les migrations ont des qualités comme des défauts. Donc pour les pays départ, pour les pays d'accueil, et créent des débats aujourd'hui. Alors nos sociétés et nos hommes politiques nous en parlent beaucoup. Moi, je vous ai donné un point de vue géographique sur cette question-là. Donc, chers élèves, nous continuons avec les mobilités touristiques internationales. Alors, on n'est pas dans l'endroit touristique, le plus touristique du monde. Nous sommes à côté de la VRU de Chambéry, à côté du chocolat Sémois, donc chocolatier français. Et nous allons donc parler des migrations touristiques internationales. Alors, déjà, un touriste, c'est quoi? C'est une personne qui va passer au moins une nuit en dehors de son domicile. Alors, par conséquent, un touriste international, c'est quelqu'un qui passe au moins une nuit hors de son domicile à l'étranger. Donc il y a l'idée de translation, mais de courte durée, puisque le touriste ne peut excéder 6 mois. Donc là, il devient un migrant. Alors le tourisme débute au début du 19e siècle avec le romantisme. Le romantisme met en effet deux idées en avant. Tout d'abord, la nature est belle. Deuxièmement, l'altérité est intéressante. Et à partir de là, on a déjà les deux moteurs du tourisme et de l'intérêt du voyage qu'on va expliquer plus en avant dans ce tutoriel. Après les romantiques, à la fin du 19e siècle, débutent les moyens de transport, avec notamment le train et les chemins de fer. Et vous connaissez tous ces affiches de PLM, Paris-Lyon-Marseille, qui est une compagnie de chemin de fer et qui incite ses voyageurs à aller visiter Chamonix, Genève, Marseille, Fréjus et ces destinations touristiques émergent justement avec les chemins de fer. Les congés payés en 1936 augmentent la dynamique touristique en France, mais c'est surtout dans les années 70-80 avec les 30 Glorieuses que se développe le tourisme de masse, mais aussi que sont construits les grands lieux touristiques, comme par exemple l'Alpe d'Huez, la Grande Motte. Là on a une migration de retraités par exemple pour sa journée. Et du coup, le tourisme prend son envol. Dans les années 90-2000, c'est l'internationalisation du tourisme avec l'émergence des compagnies low cost et notamment des compagnies aériennes et les touristes qui sont aujourd'hui 1 milliard. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui par an, il y a environ 1 milliard de personnes qui va passer au moins une nuit à l'étranger. Bon, en 2020-2021, ça a été un peu remis en cause avec le Covid, mais néanmoins c'est une réalité. Alors le tourisme se développe tout d'abord, quelles sont les causes du tourisme? Alors les causes du tourisme, c'est tout d'abord la valorisation d'une aménité. Une aménité, c'est quoi? C'est un caractère propre à un lieu, donc ça peut être le climat, le relief, donc une aménité naturelle, ou alors une aménité sociale, donc par exemple un lieu historique, par exemple un champ de bataille, par exemple la tombe de quelqu'un, ou même une aménité sociale qui va être une caractéristique d'ordre culinaire, par exemple un savoir-faire en termes de reblochon, ou alors, et ça, on va le mettre en valeur, ces aménités donc, sociales et naturelles, on va les mettre en valeur, on va les mettre en tourisme, dans l'objectif d'attirer des gens de l'extérieur qui sont attirés par ces aménités qui ont été mises en valeur. Ensuite, autre cause du tourisme, c'est le développement. Donc, avec le développement se développe l'accessibilité, les réseaux de transport, les voies de communication, et ça développe le tourisme. Et du coup, avec le développement de ces voies de communication, il y a une baisse des prix. Donc, une baisse des prix des avions, mais également du train globalement. Il y a une baisse du coût kilométrique du voyage, et ça favorise le tourisme. Enfin, le tourisme a un de ses moteurs dans la volonté de dépaysement. Le tourisme, c'est l'extraordinaire, ce qui sort de notre quotidien, extraordinaire. Et donc on va vouloir aller chercher quelque chose qui est de l'ordre du dépaysement, de l'altérité, et cette philosophie de vie se développe, et c'est un des moteurs du tourisme actuellement. Les pays développés mettent en place des stratégies dans l'objectif
de développer leurs aménités. Ici, par exemple, nous sommes au bord du lac du Bourget, entre Aix-les-Bains et Chambéry, et les collectivités locales ont mis en place une piste cyclable interplein dans l'objectif que les gens puissent consommer cet espace. Il y a même un parking moto et un parking d'accès, mais également un panneau indicatif qui nous montre Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Et l'objectif, c'est de montrer que cette Riviera, et ça fait référence à la côte espagnole ou même à la côte d'Azur, sont désirables et qu'on peut y venir pour consommer cet espace. Tout est aménagé pour. Et nous voici au lac Saint-André, on va toujours vers Grenoble, en dessous du Granier. Et donc nous continuons avec notre tourisme international. Et donc maintenant, les principaux espaces touristiques mondiaux. Alors déjà, les principaux espaces touristiques mondiaux sont tout simplement les pays développés. Tout simplement parce qu'ils ont une meilleure accessibilité, mais aussi parce que l'essentiel de la clientèle vient des pays développés, donc des pays voisins. Les 3 principaux pays touristiques sont en nombre de touristes la France, avec un peu plus de 90 millions de touristes annuels. Viennent ensuite les États-Unis, l'Espagne et l'Italie. Le classement dépend selon les années, tout le monde étant entre 80 et 90 millions de touristes. Si on prend par contre le nombre de nuitées, c'est l'Espagne qui gagne, ayant des nuitées estivales. Les pays développés sont plus touristiques parce qu'ils ont des aménagements touristiques de qualité. Déjà en termes d'accessibilité, ils ont une accessibilité qui est largement meilleure, mais également en termes d'hôtellerie, de restauration, ils ont des équipements supérieurs. Les zones touristiques des pays développés ont été historiquement aménagées dans les années 60-70 avec les grandes Rivieras, par exemple le sud de la France, ou alors par exemple la Riviera espagnole. Également, on peut noter que les stations de ski ou les stations balnéaires ont été construites dans ces années-là. Comme par exemple la Grande Motte ou alors Val Thorens ou le plan neige en France à la fin des années 60. Par ailleurs, c'est l'Union Européenne qui a le plus de touristes. Si on prend en total, elle a 672 millions de touristes. Mais ça, c'est lié au morcellement étatique européen qui exagère le nombre de touristes alors que aux États-Unis, il n'y a qu'un seul et même État. Du coup, ce qui sous-estime le nombre de touristes. Ensuite, le deuxième foyer touristique, c'est à proximité des grandes zones touristiques internationales. Donc principalement au sud des grandes zones touristiques internationales, donc des pays développés, donc le bassin des Caraïbes pour les États-Unis et le bassin méditerranéen pour l'Europe, avec donc le Maroc, la Tunisie ou alors l'Égypte qui sont des destinations prisées. Ces foyers-là sont les principaux foyers de croisière et à 10 millions de croisiéristes par an. Le premier foyer de croisière étant les Caraïbes avec Miami comme port principal et le deuxième étant la Méditerranée. Le tourisme se développe récemment en Asie, autour du sud de l'Asie, mais c'est un tourisme qui est encore en développement. Enfin, il existe un tourisme insulaire dans des destinations paradisiaques, c'est l'exemple de Malais aux Maldives ou alors des Seychelles. Ça, c'est du tourisme intégré dans lequel on va consommer un tourisme consommation, mais ce tourisme a tendance à se développer. Tourisme, vers le Mont Blanc, 4808 mètres, le toit de l'Europe, un peu dans les nuages, mais c'est lui quand même, derrière la chaîne de Belledonne, on se rapproche de Grenoble, vous voyez. Et donc, le tourisme fait débat. Le tourisme fait débat parce qu'il y a des pour et des contre. Alors déjà, tous les projets touristiques, comme par exemple le Funiflène qu'on a vu en cours, ou même le téléphérique de l'Aiguille du Midi à son époque, a aussi fait débat pour monter au Mont Blanc. Les arguments pour, c'est que ça provoque du PIB, ça fait venir des touristes, donc ça provoque des revenus, et donc ça engendre un développement. On remarque qu'aujourd'hui le tourisme c'est près de 10% de l'emploi en France. Alors c'est 10% de l'emploi mais un peu moins PIB, c'est que 7 à 8% du PIB. Ensuite le tourisme provoque des échanges culturels, de la découverte et de l'altérité. Et ça on peut dire que c'est un des besoins de l'homme, donc c'est un de ses aspects positifs. Alors ensuite les aspects négatifs du tourisme, ils sont mentionnés dans les projets touristiques, c'est déjà tout d'abord l'aspect anti-écologique du tourisme. On est par la pollution qu'engendre l'aller et venue des touristes, mais surtout que les projets touristiques entraînent des constructions ex nihilo, donc en dehors de tout, juste pour faire venir les touristes. Donc les stations de ski en pleine montagne comme Val Thorens ont été extrêmement critiquées, les clubs Mend ou alors les résidences fermées à l'étranger. Et même il y a eu ce qu'on appelle l'over-tourisme, donc le trop-plein de tourisme. Et aujourd'hui, il y aurait une réorientation du tourisme vers un tourisme durable, plus respectueux des traditions locales et plus intégré dans l'environnement. Ensuite, autre effet négatif du tourisme, c'est tout simplement l'effet d'éviction. Le tourisme engendre la venue de personnes et donc va observer un effet d'éviction sur les autres activités. Donc par exemple les activités agricoles, notamment l'agriculture intensive, mais également les activités industrielles parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de pollution. Et vous prenez l'exemple d'un coin comme la vallée de l'Arve par exemple, le tourisme a tendance à faire augmenter les prix du foncier et à exclure les autres activités productives pour polariser les capitaux dans cette activité-là, et surtout, cette activité-là, elle va avoir tendance à avoir d'un mauvais œil les autres activités qui peuvent nuire au paysage ou à la qualité de vie. Ensuite,
Autre critique du tourisme, c'est le danger de Disneylandisation du monde. Le monde serait comme un énorme musée, donc la France serait un musée qu'on viendrait visiter, et on serait que des gens qui seraient dans l'apparence, et la culture serait à vendre finalement. Et ça, c'est ce que Sylvie Brunel, la géographe, appelle la Disneylandisation du monde, ou alors la touristicisation des relations. Et ça aurait un aspect relativement dangereux parce que ça rendrait les cultures mercantiles, et c'est une des critiques qui est faite à ce tourisme. Donc voilà, on en a terminé sur les mobilités touristiques et migratoires. Il faut voir que ces mobilités créent des enjeux, créent des débats et créent des aménagements qui aussi créent des débats. Mais les mobilités font aussi débat, par exemple. Et ici, on est à Apremont. Donc en dessus des vignes, on a un non Lyon-Turin parce que ici, c'est là que devrait sortir le tunnel pour le Lyon-Turin dans le projet tel qu'il est fait aujourd'hui. Ces aménagements-là, on les verra dans le point sur la France et la valorisation des milieux français dans le dernier chapitre, mais ça sera l'objet d'un autre tuto. Sur ce, à bientôt!